Alors, je vais appeler Céline Forest, notre première intervenante, et Céline va nous parler d'un thème qui est très intéressant, expérience client, la revanche du B2B. Alors, Céline, tu es pionnière de l'expérience client B2B en France. Tu travailles depuis 15 ans dans des domaines du management, de l'expérience client, du marketing, de la transformation des organisations et de la communication. Ton expérience en consulting et au sein de grands groupes t'a permis d'être élu personnalité client de l'année 2019 par le média Relations Client Mag et te voir décerner un Next Leaders Award par le journal Les Échos en 2019, je crois aussi. Enfin, ta présence ce matin s'explique par la sortie en 2020 d'un ouvrage que je recommande à tout le monde, qui s'intitule Expérience client, la revanche du B2B. Alors Céline, pour commencer, tu fais partie des personnalités expertes de cette expérience client pour les clients, pour le B2B. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur cette dimension très particulière, parce qu'on n'attend pas l'expérience client dans le B2B? Alors bonjour, merci déjà de m'inviter. Alors pourquoi? Déjà, j'ai toujours été passionnée par les sujets de relations interpersonnelles, tout ce qui était question d'émotion, et ça tombe bien parce que l'expérience client, en tout cas ce qui différencie la relation de l'expérience client, c'est bien cette notion d'émotion qui permet de faire vivre des choses, des expériences en tout cas aux clients. Et donc effectivement, tu l'as dit, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur ces sujets-là, sur des sujets de communication, de management, d'expérience client. Et ce qui m'a toujours intéressée dans mes précédentes fonctions et dans mes fonctions actuelles, c'est de pouvoir réconcilier finalement les intérêts de l'entreprise, des intérêts collectifs et individuels des collaborateurs. Et du coup, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, je parle de ce que j'appelle la théorie des 3 C. Donc qu'est-ce que c'est que la théorie des 3 C? C comme client, C comme collaborateur et C comme corporate. Alors on connaît la symétrie des attentions. Et donc j'y intègre ce troisième C, le C de corporate, où j'aurais pu dire l'entreprise. Pourquoi? Parce que pour moi, alors bien évidemment, on sait un collaborateur satisfait va donner un client satisfait, mais je rajoute ce C au centre qui est le corporate, le collaborateur, parce qu'un collaborateur et un client va attendre d'une entreprise, de s'engager avec une entreprise qui a les mêmes valeurs que eux. Et si je peux me permettre une analogie, parce que je suis également très intéressée sur les sujets de programmation neurolinguistique. Donc si je résume, la programmation neurolinguistique, c'est la reproduction de l'excellence, des mécanismes de succès de l'excellence humaine. Et la base en PNL, en programmation neurolinguistique, vous avez aussi un triptyque avec au centre les valeurs, ces valeurs qui vont influencer vos états internes, vos émotions, qui elles-mêmes vont influencer les relations que vous allez avoir avec les personnes. Et ça va influencer vos objectifs et vos résultats. Et c'est pour ça que j'aime cette analogie avec les 3 C de l'expérience client, parce qu'on a bien au centre cette notion de valeur qui est primordiale pour avoir un triptyque, enfin un alignement de planètes, pour avoir une expérience client réussie. Donc, quand je vois le lien entre valeur, émotion et relation, ça veut dire que ça part toujours de l'individu quelque part. Et on est véritablement sur une... On arrive d'ailleurs dans cette question de la relation client à se remettre en cause soi-même dans des postures. Oui, alors après, on pourrait débattre aussi cette notion d'individu sur une notion d'entité, appartenant aussi à une entreprise, effectivement. Oui. Alors, il y a un mot quand même sur la couverture du livre qui est un peu questionnant, on va dire, c'est la revanche. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle ici de revanche? Alors, pourquoi on parle de revanche Du B2B. Du B2B, oui. Bien sûr. Alors, c'est peut-être enfin, ça tend à être un petit peu moins vrai. Néanmoins, la culture en B2B, la culture de l'expérience client en B2B, elle est moins innée qu'en B2C. Pourquoi? Parce que généralement, j'aime pas faire des généralités, mais on va en faire une pour essayer de résumer. En B2B, on est plutôt centré sur l'expertise technique et sur les enjeux financiers, et tant mieux d'ailleurs pour l'expertise technique. Les clients B2B, enfin en B2B, donc en business to business, les enjeux sont assez complexes. Vous avez déjà une diversité de clients. Pour un même client au sens large, vous pouvez avoir le payeur, vous pouvez avoir le directeur des achats. Enfin, vous avez quand même une multiplicité de clients. Et bien souvent,
les cycles de vente sont beaucoup plus longs. C'est des clients qui sont généralement beaucoup plus exigeants aussi. Et en fait, j'ai fait le constat, ayant travaillé plus de 15 ans dans le B2B, souvent, quand on veut lire des ouvrages, qu'il y a plein de choses sur l'expérience client, mais très peu adaptés au B2B. Il y a plein de choses sur le B2C. Pareil, quand j'allais à des conférences, je voyais beaucoup de choses sur le B2C et très peu finalement adaptées au B2B. Et c'est une des raisons qui m'a poussée à écrire ce livre. La deuxième raison, c'est que les frontières justement entre B2B et B2C, pour moi, elles s'estompent. Pourquoi? Parce que dans votre vie tous les jours, les relations que vous allez avoir avec dans votre quotidien, quand vous allez faire vos courses ou je ne sais quoi, quand vous vivez des expériences en B2C, pourquoi ce serait différent des expériences que vous vivez au travail dans les relations interpersonnelles que vous pouvez avoir en B2B? Il y a une étude d'ailleurs d'Accenture qui dit qu'il y a 71% des cadres qui travaillent en B2B qui attendent d'avoir la même expérience client qu'ils peuvent vivre en B2C. Et on le voit bien d'ailleurs parce que souvent en B2B, vous avez quand même un client final et on voit que ces rapports s'estompent, notamment au travers des réseaux sociaux. On se fait interpeller bien souvent quand on travaille en B2B par le client final qui va aller interpeller directement le client, le prestataire en B2B. Et on voit bien quand même que ces frontières entre B2B et B2C s'estompent et que du coup, c'est ce que j'explique un peu dans le livre, les entreprises professionnels, les professionnels ont tout intérêt à s'inspirer en fait des techniques qui existent dans le B2C. Voilà, parce qu'on reste quand même sur des relations de personne à personne. Mais la question là, du B2B quand même pose la question de l'exigence des clients. Parce que très souvent en B2C, effectivement, le retour est très rapide quelque part. Et en B2B, on a aussi cette exigence qui est très, très forte, mais sur des enjeux peut-être un petit peu différents, compte tenu à la fois du volume d'affaires, du chiffre d'affaires réalisé par client, puisque c'est en général des gros volumes, et puis la question du temps, tu as souligné. C'est-à-dire que c'est souvent donc l'exigence, j'allais dire, est de même nature, sauf qu'elle est amplifiée au niveau du B2B. Oui, et elle est plus diffuse, puisque le client est aussi beaucoup plus diffus. Et pourtant, les attentes des clients sont les mêmes que ce qu'ils peuvent vivre en B2C, effectivement, notamment sur cette notion de réactivité. Si j'émets une réclamation, pourquoi on ne me répond pas dans l'heure ou dans la journée, alors que quand je fais une réclamation dans ma vie plus personnelle, c'est ce qui se passe. Voilà, donc effectivement, il y a ces rapports aussi au temps. Et puis tu as signalé quelque chose qui est très important, c'est l'impact du si, le B2B2C. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que on n'est pas seulement en relation avec une entité, une organisation, on est aussi en relation avec des personnes qui sont le client du B. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui renforce un petit peu la difficulté. Alors c'est vrai que cette notion d'expérience client au niveau du B2B est un peu contre-intuitive. Alors, on parle d'expérience client de plus en plus, on va en parler avec le prochain intervenant. Et il y a cette question de la relation client. Alors, il y a plus de relation client, ça a disparu, parce que dans les années 2000-2010, on parlait de CRM, on parlait Alors, pourquoi ça a disparu, cette affaire-là ? Alors, c'est pas que ça a disparu. Comme je disais tout à l'heure en intro, aujourd'hui, il y a cette notion d'émotion qui fait qu'on passe de la relation client à l'expérience client. Et aujourd'hui, les clients ont envie de vivre des expériences. Donc, on n'est plus simplement sur une relation client. Et ce que je trouve merveilleux en entreprise, c'est qu'il y a une chose qui rassemble, c'est le client. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, dans une réunion et qu'il y a des désaccords, il suffit, entre guillemets, de parler du client et c'est vraiment le client qui va rassembler ou en général qui va faire en sorte qu'on converge vers une solution. Dès qu'on se met en fait à la place du client, ça paraît tout bête, mais dès que vous parlez du client ou que vous vous mettez à la place du client, en général ça converge. Pourquoi ? Parce que finalement il y a une notion de sens derrière et c'est bien le client, c'est bien ce qui rassemble tout le monde dans une entreprise et toutes les parties prenantes de l'entreprise, puisque la finalité c'est quand même le client. Voilà pour répondre à la question sur l'expérience client et la relation client. Alors, évidemment, quand on parle
de cette expérience client, de cette relation. On a dans beaucoup d'entreprises, surtout peut-être dans des démarches B2B, quand même, un peu un changement de culture à faire. Hein, Oui. de lire Et ce qui m'intéresse dans le livre, parce que tu cites un modèle de changement qu'on connaît bien, nous les profs, on va dire, c'est le modèle de Kotter. Ouais. C'est un modèle de changement très connu. Pourquoi est-ce que tu parles de ce modèle? C'est quand même interpellant. Pourquoi le modèle de Kotter arrive au milieu de ce livre? Alors avant de, effectivement, j'en parle et j'aime beaucoup d'ailleurs son livre que je conseille qui fait une analogie avec les pingouins. Oui. J'en dis pas plus, mais je conseille de le lire. Et avant de parler de l'accompagnement du changement, en fait, pourquoi déjà on parle d'accompagnement du changement et plus particulièrement en B2B, l'expérience client, souvent en B2B, a souvent été considérée comme un centre de coût. D'où l'importance pour les personnes qui travaillent sur ces sujets-là d'arriver à montrer la valeur ajoutée et la rentabilité en fait, d'investir dans ces sujets d'expérience client. Et c'est important du coup, quand on est dans des fonctions comme ça, de pouvoir montrer que les actions qu'on met en place, il y a une corrélation financière finalement avec l'entreprise. J'ai pu tester d'ailleurs dans mes précédentes fonctions que dès qu'on mettait en place des démarches d'expérience client, et bien comme par hasard, les entités qui avaient un taux de satisfaction élevé avaient un taux de rentabilité plus élevé, avec un chiffre d'affaires plus élevé et également un taux d'engagement des collaborateurs plus élevé. Et ça, je pense que c'est primordial dans des fonctions comme ça, où on a tendance souvent à considérer ça comme un centre de coût. Ensuite, effectivement, quand on parle des démarches d'expérience client, il y a cette notion culturelle d'accompagnement au changement, comme on dit. Et alors, pourquoi John Kotter? J'aurais pu prendre autre chose. Là, j'en parle parce que je trouve intéressant, parce qu'il décrit une démarche d'accompagnement en plusieurs étapes que j'ai testée. Ça aurait pu être une autre, mais effectivement, je trouvais qu'il fonctionnait. Et il y a un point important, d'ailleurs, dans une des étapes, c'est de pouvoir trouver un petit peu des ambassadeurs dans cette transformation et de pouvoir du coup intégrer toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et alors, on parle souvent des démarches de design thinking, on va inclure les clients, mais pas que. Je pense qu'il faut, et d'autant plus en B2B ou dans l'industrie, travailler dans des démarches d'amélioration continue où on va aller travailler avec ceux qui sont sur le terrain, au plus près du client. Et on va mettre en place une boucle d'amélioration continue, co-construire avec eux les offres, les solutions, pour les impliquer déjà d'une, et pour que ce soit des choses qui viennent du terrain. Parce qu'en fait, si vous imposez des choses qui viennent du COMEX ou du CODIR, c'est beaucoup plus difficile que si vous avez fait travailler des gens qui travaillent au plus près du terrain. Et juste une petite anecdote, je me rappelle avoir mis en place ce qu'on appelle la barométrie à chaud, donc qui est les enquêtes après une intervention. Et on en a beaucoup parlé à l'époque avec mon équipe et en CODIR en disant mais est-ce que finalement on impose un indicateur qui sera suivi? Alors, il y avait des indicateurs de satisfaction qui étaient suivis au niveau COMEX, bien sûr. Mais est-ce qu'on impose des indicateurs également sur ce type d'outil qui est très opérationnel? Et on a pris la décision que non. Pourquoi? Parce qu'on a laissé cet outil à la main du terrain. Et en fait, ça a fait l'effet boule de neige. Grâce à ces barométries, ils sont valorisés. Ils retournaient dans leurs équipes après. Ils faisaient des débriefs, satisfaction client. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a aussi réussi à faire un petit peu le changement de culture. Toutes les théories récentes sur le changement et les pratiques aussi, c'est de montrer que si on n'implique pas les individus qui sont directement concernés par le changement, ça ne va pas très loin. Alors, il y a une expérience, je cite juste pour mémoire, alors ce n'est pas exactement dans le B2B, c'est plutôt, on va dire, c'est une entreprise aérienne qui avait, dès les années 70, créé le modèle du low cost et qui est très, très connu aux États-Unis, qui s'appelle Southwest Airlines. Et ce qui est frappant, ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est que le patron, malheureusement, qui est décédé en 2019, le patron charismatique, disait systématiquement expérience client, expérience collaborateur, vont directement, et c'est incroyable, parce qu'il disait le bonheur de mes employés fait le bonheur des clients qui eux-mêmes font le bonheur des actionnaires, on va dire. Oui, tu vois ce que je veux dire? Il y avait le triptyque magique, et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est... Alors, il y a une question, puisqu'on va aborder avec
nos prochains intervenants la question du digital, notamment de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de te poser, et le digital dans tout ça. Alors, le digital. Quel est l'impact du digital? Alors, il y aura effectivement d'autres intervenants qui vont aborder notamment la question de l'intelligence artificielle. Alors moi, je pense que le digital, c'est une vraie opportunité pour les sujets d'expérience client. Et ce n'est pas du tout contradictoire avec cette notion d'émotion, d'empathie qu'on peut mettre derrière l'expérience client. Bon, déjà, on le sait, le digital et l'intelligence artificielle, ça permet déjà de remplacer les tâches avec faible valeur ajoutée et du coup de permettre aux collaborateurs de se concentrer sur des choses à plus haute valeur ajoutée. Et en plus de ça, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut aussi analyser, par exemple, les verbatims, le ressenti des clients au travers des verbatims qu'ils vont prononcer. Et on peut également prédire des insatisfactions, on peut prédire des réclamations, on peut prédire des clients qui vont partir. Donc, au contraire, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée et c'est un bel outil pour développer son expérience client. Et la question, par exemple, des verbatims, qui est souvent, je suis toujours surpris, moi ça fait 30 ans que je fais quelques petits travaux de recherche, on a souvent travaillé sur des questions très quantitatives, d'ailleurs les Américains sont très fanats de ces modèles qui utilisent des données quantitatives. Le qualitatif, c'est très compliqué, et pourtant c'est ce qu'il y a de plus riche. Oui, effectivement. Le ressenti d'un client, des clients, c'est fondamental, par des mots, enfin, plutôt que juste par des indicateurs, non? Oui, alors pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que. Oui, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas d'indicateurs quantitatifs. Effectivement, mais c'est complémentaire. Et d'ailleurs, en psychologie et en psychonométrie, on explique bien qu'il faut à la fois des études quantitatives et qualitatives pour pouvoir étudier un sujet. Je pense que c'est la même chose, effectivement, avec les clients. Alors, je regarde les questions sur l'écran. Je ne vois pas encore beaucoup de questions, donc je vous engage tous et toutes à poser des questions à nos intervenantes et intervenantes. Alors, il y a un point aussi dans le livre qui est intéressant, c'est la façon dont tu défends effectivement le client final. J'aimerais bien que tu reviennes un peu, parce que au total, quand on est en B2B, le deuxième B, il a aussi des clients. Oui, alors effectivement. Et je voudrais savoir surtout l'impact, c'est pour ça par rapport au digital, l'impact des discours sur les réseaux sociaux. Oui, alors ça c'est un vrai sujet et un vrai enjeu dans les entreprises de B2B. Bon, déjà c'est de définir qui est le client. Enfin, ça paraît, mais je me rappelle avoir eu des discussions lorsqu'on avait mis en place un CRM. Ok, mais alors c'est qui est notre client? Est-ce que c'est le client direct? Est-ce que c'est celui qui paye? Est-ce que c'est celui au final? Enfin, en fait, c'est un peu tout ça. Et effectivement, cette notion de client final, elle a été longtemps, je pense, un peu oubliée, mais avec l'émergence des réseaux sociaux, on ne peut plus faire abstraction parce que si vous ne délivrez pas un service à votre client, et derrière ça a un impact forcément sur le client final qui lui-même va aller vous interpeller directement. Du coup, je pense bien sûr, la relation n'est pas forcément en front avec le client final, mais de trouver encore une fois un triptyque avec notre client direct pour pouvoir répondre et intégrer ce client final dans les réflexions, ne serait-ce que pour les offres, dans les offres commerciales, d'aller intégrer aussi ce client final à la réflexion. Oui, parce qu'in fine, c'est quand même lui qui reçoit, qui bénéficie du service. Parce que l'impact des réseaux sociaux, et puis alors de plus en plus, on parle de crowdsourcing, c'est-à-dire les clients finaux peuvent avoir quelque chose à dire sur le service, enfin sur l'expérience du client. Bien sûr. Et, et d'ailleurs, quand on fait des barométries à chaud après une intervention, c'est aussi, par exemple, le client final qui va répondre. Et je voulais juste compléter avec un point. Quand on parlait de culture tout à l'heure, je pense que dans le changement de culture, il y a aussi dans les profils de personnes qu'on va recruter en entreprise et notamment sur ces sujets d'expérience client, et pas que. J'espère que demain, en fait, on ne pourra pas faire abstraction des personnes qui soient orientées clients. Quand on recrute quelqu'un, ça fait partie des choses, à mon avis, qui est primordiale. Merci Céline, c'était très intéressant.